Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Julien Levaque-Joubert, apiculteur de la ferme de Saint-Mathieu-de-Belleuil, nous parle de l'importance de l'abeille et de la place prépondérante de l'apiculture en Montérégie. Jules Foisy-Lapointe, directeur général de Go Recycle, nous parle des conséquences importantes causées par l'abandon des appareils réfrigérables. Geneviève Poirier-Guis, responsable de l'engagement des communautés chez Connexion Nature, nous parle de l'histoire des collines montérégiennes et des engagements politiques en vue des élections municipales. Denise Loisel et Patrick DeVos viennent nous parler de leur parution d'un livre blanc sur les animaux maltraités. Dominique Seigneur, directrice des communications et du développement chez Allergie Québec, discute de la rentrée des classes en toute sécurité. Finalement, Sylvain Lapointe de l'organisme Covabar revient sur l'opération de nettoyage de la rivière Richelieu du côté de Mont-Saint-Hilaire et de Belleuil. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette émission. On commence tout de suite avec Jean-Philippe Gilbert pour les actualités de la semaine. Saint-Marc-sur-Richelieu continue à vous convier tous les lundis du mois de septembre au kiosque Récolte Marché agroalimentaire. Malgré la richesse agricole de la vallée du Richelieu, l'accès aux produits demeure difficile pour les citoyens et c'est la mission première de cet organisme à but non lucratif. Visant les régions où les produits locaux ne sont pas disponibles ou des endroits sans épicerie, les kiosques vous offrent des fruits et légumes, mais aussi plusieurs produits transformés. Et pour aussi réduire le gaspillage alimentaire, ils rachètent les surplus des agriculteurs locaux et les propres surplus des kiosques récoltes sont ensuite redirigés à des organismes communautaires. Une tarification citoyenne est même offerte aux gens qui sont en vulnérabilité financière. Le kiosque Récolte Marché agroalimentaire vous attend les lundis 22 et 29 septembre prochains à partir de 14h30 à l'église Saint-Marc-sur-Richelieu. À Saint-Mathieu-de-Belleuil, la lecture se met au service d'une grande cause. Le samedi 27 septembre de 10h à 14h30, la bibliothèque Rianne Provost vous convie à son grand bazar de livres usagés. Ça va se passer à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, aussi appelé le centre communautaire André-Guy Trudeau. Ce seront des centaines de titres à petit prix qui seront disponibles pour mousser votre collection personnelle, pour en même temps faire une différence, car tous les fonds amassés seront remis à la maison Victor Gadebois, le centre de soins palliatifs bien connu de la région. C'est donc une belle occasion de donner une seconde vie à vos livres et d'appuyer une cause essentielle dans le cadre des Journées de la culture. À la suite de l'annonce de la fin du financement du projet de l'usine Nordvolt, le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, n'a pas caché sa déception tant au potentiel de la création d'emplois locaux du projet, mais aussi de sa pertinence au niveau écologique dans l'alimentation de véhicules visant à réduire les gaz à effet de serre. Les terrains demeurant alléchants au point de vue, entre autres, de sa superficie de 18,5 millions de mètres carrés, il va de soi de se demander de ce qu'on pourra en faire maintenant. Questionné à ce sujet, M. Lessard a précisé qu'il ne serait pas contre un développement résidentiel, mais il serait surprenant que cela puisse se concrétiser, étant donné qu'avec les derniers travaux sur ses fondations, le terrain est plus que jamais zoné industriel. Fier du travail accompli et apprécié des citoyens de Saint-Basile-le-Grand, on rappelle que M. Lessard ne sollicitera pas de troisième mandat aux prochaines élections municipales du 2 novembre, lui qui était maire de la ville depuis 2017. Le 7 septembre dernier, plus de 8000 personnes ont pris part à l'événement Porte ouverte Mangeons local en Montérégie. Pour une 21e année, 8 fermes hôtes ont ouvert leurs portes afin de rapprocher le grand public des producteurs et productrices agricoles qui nourrissent le Québec. Lors de cette journée, il y en avait pour tous les goûts, alors qu'en plus des dégustations de produits et d'expositions de machinerie, il y avait le fameux labyrinthe de maïs et des jeux gonflables pour les plus petits. Présenté par l'Union des producteurs agricoles depuis 2003, le président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, Jérémy Letellier, soutient que ce rassemblement permet de mettre en lumière la passion et le savoir-faire de nos travailleurs agricoles pour mieux faire comprendre le parcours de l'aliment vers l'assiette des gens. Parmi les fermes hôtes, on retrouvait le domaine du vignoble et cidrerie Coteau-Rougemont. Cette année, ce sera plus de 250 000 de leurs produits qui seront embouteillés pour ensuite être distribués à la SAQ et à d'autres épiceries à travers le Québec. C'est là un des nombreux exemples de produits locaux présentés à Mangeons local qui gagnent à être mieux connus de la population. Plus de manchettes dans la deuxième moitié de l'émission.
Julien Levac-Joubert est apiculteur à Saint-Mathieu-de-Belleuil et président du comité de la Montérégie pour les apiculteurs et apicultrices du Québec. Bonjour, Monsieur Joubert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour Comment se l'invitation. passe la récolte cette année? Ça va bien? En Montérégie, ça va assez bien. Ça n'est inquiétant. Là. Je vous dirais que les apiculteurs de la Montérégie ont mal au bras. Là. On a levé... Ah oui, à force de travailler. Oui, on a levé des boîtes bien pleines cette année. On vous a appelé justement pour faire le point avec vous ici à Belleuil, dans la région. Il y a beaucoup de signalements d'abeilles, OK, ou de guêpes. Pour les gens là, qui vous appellent et qui se demandent si c'est des abeilles ou des guêpes, comment vous faites pour le savoir? Bien, en fait, les gens nous appellent souvent pour des signalements pour qu'on aille ramasser des abeilles. La majorité, la quasi-entièreté de ces appels-là, en fait, c'est les gens font erreur, ce sont en fait des guêpes. La différence qu'on fait, c'est que, d'une part, les gens nous parlent d'un nid. Un nid rond en papier avec un trou, c'est automatiquement un nid de guêpe. C'est pas comme ça que les abeilles mellifères vont faire leur nid. On a un petit peu été piégé par Winnie the Pooh, je vous dirais, là, parce que le nid de Winnie the Pooh a l'air de ça, puis dans les faits... C'est de la confusion. C'est exact, là, c'est pas ça. Donc, rapidement, c'est comme ça qu'on est capable de savoir si c'est des guêpes ou des abeilles. Là. Pourquoi c'est important là, d'aider nos abeilles? Vous savez, les abeilles et les pollinisateurs ont besoin d'environnement floral. Puis la raison pour laquelle c'est important, c'est que ces insectes-là contribuent à la pollinisation d'une multitude de cultures. Donc, la présence d'abeilles pollinisatrices, autant des abeilles indigènes que des abeilles issues de l'élevage, là, ça permet d'avoir plus de volume et plus de qualité au niveau des fruits et légumes. En Montérégie, est-ce qu'on est une région qui prospère au niveau des abeilles? En fait, la Montérégie est la principale région productrice d'abeilles au Québec. Donc, pour quelle raison? Notamment à cause, pour des raisons qui sont historiques. La Montérégie, comme vous le savez, c'est le garde-manger du Québec. Donc, il y a beaucoup de fermes qui se sont établies ici, dont des fermes apicoles. Donc, on retrouve des entreprises de plusieurs générations, mais également le climat qui est propice au développement hâtif des abeilles au printemps. Ce développement-là permet d'avoir des ruches qui sont assez fortes, notamment pour pouvoir faire de la location et la pollinisation plus au nord. Vous parlez de location, on parle de louer des abeilles? C'est exact. Comment on fait pour louer des abeilles? Ça se loue à la journée? Ça se loue pas à la bébite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on loue des ruches. Donc, les ruches d'abeilles, c'est vraiment les tours que vous retrouvez. Là. Chacune des piles de boîtes est une famille différente, puis c'est une unité. Donc, on va louer ces unités-là. On va les transporter par camion de nuit. Notamment, les deux principales cultures pour la pollinisation, c'est la pollinisation du bleuet et la pollinisation des canneberges. OK. Donc là, vous louez ça aux fermes de bleuets et de canneberges ailleurs au Québec. C'est exact. OK. Comment que vous faites ça? Vous prenez physiquement les boîtes, vous emballez ça dans des camions, puis... Oui. Partez avec ça? C'est exactement ça. On transporte, on s'assure que tout se tient, on met ça dans le camion de nuit parce que toutes les abeilles sont à l'intérieur. On transporte les ruches jusqu'à la ferme de destination, idéalement avant l'arrivée du matin. Si c'est le matin, pourquoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Les abeilles commencent à sortir, ils vont adopter leur comportement de jour. Donc, quand les rayons du soleil se pointent, pour eux, c'est leur GPS, ils vont chercher à trouver des ressources. Puis si c'est vous la ressource dans l'auto, ça peut causer des problèmes. Est-ce que vous faites piquer des fois? Comment? Tous les apiculteurs se font piquer couramment. Personnellement, je me fais piquer pas mal à tous les jours que je travaille. OK, ça prend une tolérance un peu. Hein? On tolère, mais chacune des productions agricoles, là, a ces petits bobos comme ça. Là. Le producteur laitier qui tire ses vaches reçoit un coup de patte une fois de temps en temps, mais nous autres, on reçoit une piqûre. Là. OK. Quand vous apportez justement vos abeilles au lac Saint-Jean où il y a des cultures qui en ont besoin, combien de temps vous les laissez là-bas? Ça dépend du contrat de pollinisation qu'on a avec le producteur. Là, on parle de 2 à 3 semaines maximum, généralement. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. D'un côté, eux vont polliniser leurs fruits, puis vous allez récolter le miel qui va être fait par le travail des abeilles. Si tous les astres sont alignés, c'est ça c'est pas le cas normalement? Non, généralement, je vous dirais que le principal revenu
liées à la pollinisation, particulièrement dans le bleuet. Là, en fait, pas juste dans le bleuet comme dans la canneberge. Le principal revenu de la pollinisation, c'est le coût de l'allocation des ruches et non pas le miel qu'on va récolter parce que selon la météo, là, on peut récolter du miel ou pas. OK. Parlons d'argent, justement. Tu sais, on est à une époque où on fait beaucoup attention à ce qu'on achète. Tu sais, on veut favoriser les entreprises locales. Comment ça fonctionne de votre côté pour la vente de votre miel? Bien, de notre côté, personnellement, nous, la majorité de notre miel est vendue en vente directe, donc directement à la boutique, à la ferme. D'ailleurs, il y a beaucoup de fermes apicoles qui ont des boutiques à la ferme. C'est une méthode de vente qui est très répandue dans l'industrie. Autrement, il y a également des détaillants qui cherchent à distribuer du miel local parce que c'est un produit qui est en demande. Puis autrement, pour les producteurs de plus gros volumes aussi, on peut vendre sur les marchés, donc au baril. Ça se retrouve sur les marchés, puis ça peut se retrouver autant à l'épicerie que sur les marchés internationaux où la demande est très forte également. Comment on fait pour les gens qui nous écoutent pour distinguer là, le miel qui vient d'ici, qui est biologique, des autres miels là, qui peuvent être moins local ou moins santé? Bien, le miel d'ici est principalement non biologique. La certification biologique du miel, c'est quelque chose de très rigide puis de très difficile. On est garant des productions qui nous entourent. En Montérégie, avoir 3 km à la ronde de culture biologique, c'est impossible. Okay. Donc, ça peut être très bon, mais pas biologique. Exactement. Okay. Mais en fait, malgré tout, c'est un miel qui est 100 en fait, le miel qui est offert par les apiculteurs locaux, c'est un miel qui est 100 naturel, qui est non pasteurisé, puis généralement un miel de très bonne qualité. Là. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut vérifier sur l'emballage. Vous avez dit non pasteurisé. Ensuite, c'est pas nécessairement biologique. En fait, ce qu'il faut, je pense que ce qu'il faut regarder sur l'emballage, c'est est-ce que le miel provient d'une entreprise locale. Joubert, c'est extrêmement intéressant de parler d'abeilles avec vous. C'est un univers qui est vraiment spécial. C'est plus important qu'on pense aussi. Ça a vraiment un impact sur toute la chaîne alimentaire. Puis, j'invite les gens à aller sur votre site Internet, mieldelaferme.com. Vous avez plein de produits. Il y a aussi apiculteursduquebec.com. Les gens pourront trouver des fermes près de leur résidence pour pouvoir se procurer leur miel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président du Comité de la Montérégie pour les apiculteurs et apicultrices du Québec. Merci. On s'entretient maintenant avec M. Jules Foisy-Lapointe, qui est directeur général de l'organisme GoRecycle, l'organisme qui aide les gens à mieux récupérer leurs appareils réfrigérants. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Parlez-nous de votre organisme. Pourquoi c'est important, plus que d'habitude, de faire ça? Alors, GoRecycle est un organisme sans but lucratif qui est responsable de la récupération des appareils réfrigérants et climatisés pour l'ensemble du Québec. On est financé, en fait, dans le cadre de la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs par les écofrais qui sont perçus sur les appareils neufs qui sont vendus partout au Québec. Donc, pourquoi c'est important? En fait, premièrement, qu'est-ce que c'est? Les appareils réfrigérants et climatisés. Ouais. Donc, on parle vraiment de frigos, des congélateurs, des distributeurs d'eau, des celliers, des aires climatisées mobiles et de fenêtres, les distributeurs également, qui sont tous des appareils qui contiennent ce qu'on a appelé pendant longtemps le fréon, là, des allocarbures. Ouais. Différentes sortes d'allocarbures, dont le fréon, qui sont des puissants agents en fait, de changement de gaz à effet de serre. Donc, en fait, ils contiennent en moyenne, ces appareils-là, l'équivalent, c'est comme ça qu'on appelle ça en environnement, l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre par appareil. Donc, c'est des appareils vraiment pour lesquels il est important de s'assurer de bien gérer les gaz en fin de vie pour s'assurer que ces appareils-là ne relâchent pas leurs gaz dans l'atmosphère. Ils contiennent également des huiles, différentes matières dangereuses, des plastiques, des métaux, évidemment aussi. Donc, on veut également s'assurer que l'ensemble des matières qui sont à l'intérieur de ces appareils-là sont valorisées. Donc, il y a 2 enjeux. Il y a les changements climatiques qu'il faut qu'on adresse, puis évidemment, il y a la gestion des déchets qui est super importante. Donc, ces appareils-là sont collectés par les partenaires de GoRecycle partout au Québec. On a plus de 300 écocentres. En fait, maintenant, on est près de 400. On a 250 détaillants qui offrent des services de collecte à domicile partout au Québec avec l'achat d'un appareil neuf, entre autres, plein d'autres services dont on va parler un peu après. Et ces appareils-là sont repris au Québec et traités
au Québec, 100% au Québec, par 6 recycleurs qui vont s'assurer là, de les valoriser de la bonne manière. Donc, rapidement, comme ça, je vais vous donner une idée. Évidemment, on évite 1 tonne de gaz à effet de serre par appareil, évidemment, qu'on récupère, mais c'est aussi plus de 95% de l'appareil, de l'ensemble des matières, qui seront recyclées. Donc, souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe vraiment avec la matière? Nous, dans notre cas, vraiment, on a une traçabilité complète jusqu'à la fin du processus et vraiment, les appareils sont valorisés à plus de 95%, ce qui est quand même exceptionnel. Vous avez bien expliqué là, la dangerosité justement de ne pas bien recycler les réfrigérateurs, les appareils réfrigérants. Comment vous faites, vous? Là? Donnez-nous un exemple là, d'un appareil que vous pouvez vous en occuper, mais qui peut avoir une deuxième vie. Oui, absolument. Ben, pour les appareils qui ont une deuxième vie, en fait, ça dépend du marché, hein. Donc, c'est pas tous les gens qui sont prêts à acheter un appareil de deuxième vie. Donc, ce qu'on se rend compte dans la population québécoise, en fait, c'est que c'est assez surprenant. Il y a très peu de gens, en fait, qui vont vendre les appareils de seconde main, probablement pour des raisons de risque. Ils sont inquiets, en fait, de la qualité du produit avec le temps. Ils veulent un appareil peut-être un peu plus beau esthétiquement pour afficher dans la cuisine, ce genre de choses-là. Donc, c'est un gros défi. Il n'y a pas un gros marché en ce moment au Québec. Par contre, on essaie quand même chez Bourrecycle d'intercepter les appareils en réemploi de ce qu'on collecte, mais également, on travaille avec des partenaires et des entreprises de réemploi partout au Québec. On a une quarantaine de magasins qui travaillent avec nous, qui, eux, font du réemploi d'appareils usagés. Ils vont les revendre et qui vont s'assurer justement de répondre un peu plus aux attentes des consommateurs, c'est-à-dire offrir une garantie légale, s'assurer également que les appareils ont été réparés par des techniciens qui sont qualifiés et également que ces entreprises-là, quand les appareils ne sont pas réemployables, ne sont pas réparables, par exemple, bien, ils vont être traités quand même de façon conforme à la réglementation. Donc, ils vont les envoyer au réseau Vorecycle également. On a tous l'idée là, tu sais, d'un vieux réfrigérateur d'il y a 20-30 ans, un vieux réfrigérateur jaune là, qu'on a qui marche encore. Tu sais, on dirait que les réfrigérateurs qu'on construisait avant duraient plus longtemps que ceux d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, ça? Je vous dirais que on est très nostalgique de ces appareils-là, mais je vous dirais que c'est un peu comme des bombes nucléaires au niveau environnemental, ces vieux appareils-là. Tantôt, je parlais des halocarbures, les fréons, les vieux gaz qui étaient utilisés à l'époque sont des gaz qui étaient excessivement dommageables pour l'atmosphère. Et ces appareils-là ont tendance à fuir, donc évidemment, les gaz se retrouvent dans l'atmosphère. Donc, je vous disais tantôt, par exemple, en moyenne, c'est environ 1 tonne de gaz à effet de serre par appareil récent. Dans les plus vieux appareils, on est à 3 à 4 tonnes de gaz à effet de serre. Et ça, c'est sans OK. parler évidemment de la consommation énergétique aussi de ces appareils-là, qui est énorme. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'Hydro-Québec, il y a plusieurs années, avait essayé de travailler à changer justement le parc d'appareils pour réduire la consommation énergétique au Québec. Donc, oui, on est nostalgique, on a l'impression, mais oui, ils sont probablement plus durs et solides, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont meilleurs pour l'environnement. Les appareils récents, je dirais, nous, on reçoit la durée moyenne des appareils aux alentours de 16 ans. Donc, c'est quand même mieux que ce que les gens pensent. Cependant, c'est sûr que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de produits qui sont rentrés sur le marché qui sont peut-être de moindre qualité pour répondre à la demande des consommateurs qui veulent des appareils très beaux esthétiquement à très bas prix. Malheureusement, il y a toujours ce qu'on appelle un trade-off. Il y a Ouais. quand même un compromis qui est fait. Donc, évidemment, souvent, ces appareils-là, on va voir un peu plus de défauts de fabrication ou des pièces qui sont un petit peu plus fragiles. Mais je vous dirais que quand même, les appareils récents ont des durées de vie assez longues quand même, là. Donc, je vous dirais, c'est très peu documenté réellement. Nous, on a des données. Je peux vous dire que c'est pas vraiment ce qu'on voit, que les appareils sont si peu durables que ça. OK. Donc, en vous écoutant, M. Fossey-Lapointe, si on a un vieil appareil à la maison, c'est d'autant plus important de bien le recycler. Puis pour ce faire, il y a maintenant la collecte à domicile. Donc, rapidement, comment on fait là, pour vous solliciter pour que vous puissiez venir mieux recycler nos appareils? Oui, bien, la première des choses que tout le monde doit se rappeler, c'est quand vous abandonnez un appareil en bord de rue, ce qui est culturellement beaucoup ce qu'on fait au Québec, ben, il n'y a pas de. Il faut pas avoir la pensée magique que ça va être bien traité. Donc, ces appareils-là, généralement, comme je vous ai dit, ils contiennent des gaz, ils vont être en fait envoyés à la ferraille. Quand ils vont être envoyés à la ferraille, donc par un ramasseur, un ferrailleur de rue, par exemple, qu'on appelle, ces appareils-là vont être écrasés et là, tous les gaz vont être rejetés dans l'atmosphère. Donc, ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour pouvoir
capturer ces gaz-là. Et ça, c'est sans parler des matières dangereuses. Et ce qui est intéressant, c'est le métal. Donc, le plastique va être aussi enfoui. Donc, vraiment, la pire chose à faire, je dirais, au niveau environnemental, c'est vraiment ça. C'est d'abandonner votre appareil réfrigérant. Puis là, vous avez la collecte à la porte. On peut aller sur gorecycle.com. On entre notre code postal et puis là, on va pouvoir soit avoir un point de dépôt ou encore vous faire appel pour pouvoir venir chercher l'appareil. Exact. En fait, on a plusieurs services. Premièrement, si vous achetez un appareil neuf, vous pouvez utiliser nos 250 détaillants qui offrent un service de collecte à domicile avec l'appareil neuf. Sinon, vous rentrez votre code postal directement sur notre site web dans gorecycle.com. Vous allez trouver les différents services, dont les écocentres aussi, qui sont une option, mais également les services de collecte à la porte. Il y a ceux de GoRecycle pour Montréal et Laval, mais je regardais justement dans la région de Chambly, entre autres, la région de Chambly est un partenaire avec GoRecycle pour offrir un service de collecte d'encombrants aussi directement chez les citoyens. Donc, vraiment, le mieux, allez mettre votre code postal, vous allez trouver tous les services qui sont disponibles dans votre région. M. Jules Foisy-Lapointe, je rappelle, vous êtes directeur général de GoRecycle. On peut trouver toutes les informations à gorecycle.com. C'est une affaire de tous, aider l'environnement. Je vous remercie beaucoup de votre information pour aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Geneviève Poirier-Guis est responsable de l'engagement des communautés chez Connexion Nature. Bonjour, Mme Poirier-Guis. Enchantée. On est ici, c'est l'automne, c'est le temps de regarder l'environnement, de voir les feuilles changer de couleur. Les collines montérégiennes vont avoir des nouveaux projets. Qu'est-ce qui va être de spécial cette année? Bien, on a la chance donc d'avoir 10 collines montérégiennes là, dans le territoire, de Oka jusqu'à Mégantic. On est capable de les nommer? On est capable de les nommer. Donc, Oka. Oka, c'est la plus à l'ouest, au nord? Si on veut. Okay. Après ça, Mont-Royal. C'est vrai, le Mont-Royal, c'en est une. Saint-Bruno. Saint-Bruno. Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Saint-Grégoire, si on veut, à côté. Rougemont, Yamaska, Brome, Shefford et celle qu'on soupçonne rarement d'être une montérégienne, c'est le Mont Mégantic. Ah. Fait avant de vous dire qu'est-ce qu'il y a sur les collines, je vais peut-être comprendre un peu. C'est quoi ça vient de où ces collines-là? Parce que quand on se promène sur la rive sud, tout est plat. À un moment donné, une petite montagne, on se demande comment ça peut arriver à ce résultat-là. Bien, c'est ça. Donc, on est dans la plaine du Saint-Laurent qui est assez plate. Les collines montérégiennes, elles partagent la même formation géologique. C'est-à-dire qu'il y a eu une intrusion de magma il y a environ 250 millions d'années. Puis, à l'époque, il y avait... Donc, ça n'a jamais été des volcans, parce qu'à l'époque, il y avait 2 à 3 kilomètres de sol par-dessus cette intrusion de magma. Puis quand il y a eu le passage des glaciers, bien, ils ont érodé le sol qui était plus friable sur le dessus, mais ça fait ressortir les roches qui étaient plus solides, donc les roches magmatiques, qui sont les collines montérégiennes. Ah. Fait que donc elles partagent toute cette même spécialité géologique, mais c'est ce qui fait qu'on retrouve des minéraux hyper rares sur les collines. Il y en a même qui sont uniques au monde, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Puis M. Hainaut, qui a été un des grands géologues, là, a même une collection qu'il a vendue à plusieurs millions de dollars. On retrouve la hainaute, la hilérite, la montérégianite, donc plein de minéraux qui ont été découverts sur les collines montérégiennes. Les collines ont été comme déterrées. Si on veut parler glaciers, oui. Ils ont été mis au jour par... Ah, okay. Puis donc, souvent, il y a des bancs de sable pas loin, donc des sablières et tout ça. Puis on pourrait même retrouver des fossiles là, dans ces bancs de sable. Il y a un nouveau projet, justement, qui est en lien avec ce palmarès-là de collines. Ce serait le chemin des montérégiennes. Pouvez-vous nous expliquer l'essence de cette idée-là? Bien, ça fait longtemps qu'on prend conscience de la richesse d'avoir les collines montérégiennes dans notre cour. C'est dans la cour de à peu près 50 de la population canadienne, du sud du Québec, qui a une colline montérégienne à moins d'1 heure de chez lui. Bien, nous, on pense aux Rocheuses de l'autre côté, mais peut-être en Colombie-Britannique, ils disent « Ah, les montérégiennes, il faudrait aller voir ça nous autres aussi. » C'est un peu plus petit, je dirais, les collines montérégiennes. Mais néanmoins, déjà dans les années 70, on se disait « ça serait le fun de les relier entre elles, de faire, si on veut, un Compostelle des collines. Comment est-ce qu'on ferait pour, soit marcher ou à vélo, se rendre d'une colline à l'autre? » Il existe déjà le sentier qui fait Oka-Mont-Saint-Hilaire, qui est une piste cyclable qui a été mise en place par la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Mais on se disait, si on avait à relier les autres collines, on passerait par où? Donc, la Coalition des collines montérégiennes, donc le rassemblement de 13 organismes de conservation qui s'occupent de toutes les collines, a eu du financement grâce à Tourisme Montérégie puis Loisirs Sport Montérégie pour commencer à réfléchir
à se mettre autour de la table et à dire, OK, mais là, quels sont les liens qui manquent pour se promener soit à pied ou à vélo d'une colline à l'autre? Ce serait des pistes cyclables à faire, ce serait un parcours à penser, à réfléchir. Et c'est un projet en début, en idéation. On se reparlera en 2026, puis là, je pourrais vous en dire plus. Pour l'instant, bien, on a décidé de se mettre autour de la table, les organismes de conservation, les municipalités, les organismes du loisir, pour dire, bien, rêvons à ce chemin-là, à cette Compostelle des collines. Un beau projet touristique, tu sais, pour mettre en valeur la région. Oui. Sur un autre ordre d'idée, là, c'est les élections municipales qui approchent cet automne. Vous aviez envie de lancer un défi aux politiciens qui se lancent en politique municipale pour prendre position par rapport à l'environnement. C'est quoi? À quoi vous pensez? La Coalition des Montérégiennes a interpellé les candidats et candidates à la mairie de 31 municipalités, donc de toutes les municipalités qui ont sur leur territoire une colline montérégienne. Parce que bien, l'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience de la richesse de ce patrimoine-là, qui est à la fois naturel ou historique. On interpelle les candidats et candidates à s'engager, c'est un engagement moral, mais envers prendre 5 grands engagements. Le premier qui est de reconnaître la valeur des collines montérégiennes, à la fois pour leur importance patrimoniale, naturelle. Le deuxième, c'est de travailler avec nous à restaurer, à protéger, à connecter les milieux naturels des collines montérégiennes. Le troisième qui est de dire, bien, on va favoriser la conservation locale. Ça se fait pas tout seul, ça se fait pas seulement par les municipalités. Il y a des organismes en place, il y a des citoyens qui ont à cœur les collines. La quatrième, c'est de dire, bien, on veut promouvoir un accès respectueux à la nature parce que oui, il y a des centaines de milliers de visiteurs par année ou même des millions de visiteurs par année qui vont marcher dans les collines. Comment est-ce qu'on peut le faire tout en respectant la capacité de charge du milieu naturel? On ne veut pas étrangler ou visiter à mort nos collines montérégiennes. Ah, c'est possible, ça, de trop visiter la colline? Bien, c'est possible d'avoir des comportements qui ne sont peut-être pas les bons quand on est en nature, puis si on le multiplie par des centaines de milliers de visiteurs, bien, ça a un impact. Ça a un impact sur les espèces qu'on y retrouve et autres. Puis le dernier, c'est de dire, bien, on va essayer de travailler ensemble à saisir les opportunités de financement parce qu'on ne demande pas aux municipalités de tout payer, mais on demande aux municipalités de faire partie de cette démarche-là. Fait que pour l'instant, je dirais aujourd'hui, on a une dizaine de candidates qui se sont déjà engagés envers ces 5 engagements-là, mais on espère que d'ici les élections de novembre, là, il y a tous les candidats des 31 municipalités qui s'investissent. Ça avait commencé, là, lorsqu'on est en élection, personne n'est contre la vertu, hein? Comme on dit, tout le monde, oui, certains, on va y penser, personne ne peut être contre l'environnement, tout le monde est pour ça. Est-ce que vous espérez que cette reconnaissance-là, plus morale, ait des effets tangibles sur des politiques qui vont être appliquées? Bien, c'est certain que par la suite, les organismes de conservation ou les personnes qui travaillent dans le territoire pourront retourner à aller voir ces élus-là pour leur dire, bien, pour leur rappeler. Remettre sur le nez. Hey, là, faut pas faire attention, parce que c'est vrai que c'est des ressources qui peuvent être endommagées si on ne fait pas attention. Bien, on a la chance d'avoir des collines montérégiennes. Elles sont là, elles sont entourées de milieux urbains aussi. Tout le monde veut y aller. Bien, c'est important qu'on travaille ensemble à s'assurer qu'elles soient là pour longtemps. Pas seulement de façon géologique, mais qu'elles aient aussi une richesse naturelle, puis qu'on puisse en profiter, puis s'assurer à la fois de notre bien-être, mais celui des milieux naturels. Parce que j'imagine qu'il y a une juste de balance à penser entre promouvoir pour essayer d'attirer les gens pour avoir une effervescence économique de la région versus la protection de l'environnement. Comment vous voyez ça, cet équilibre-là? Bien, c'est toujours quelque chose qui est pas facile à faire, je dirais. Ça demande à la fois aux visiteurs, aux randonneurs, de prendre une partie de la responsabilité, de prendre conscience que c'est un privilège d'avoir accès aux milieux naturels comme ça, proche de chez soi, puis qu'on doit adopter certains comportements. Puis, bien, en échange, ça demande peut-être qu'à certains moments, il y a des secteurs qui ne soient pas accessibles ou que c'est peut-être pas l'endroit à aller avec notre chien, par exemple. Parce que, bien, 300 000 chiens sur une colline montérégienne, ça se peut que ça ait un impact. Ça se peut que ça ait un impact sur les autres milieux naturels aussi. Madame Poirier-Guy, je rappelle, vous êtes responsable de l'engagement des communautés chez Connexion Nature. J'invite tous les gens qui ont plus de questions ou voudraient avoir plus d'informations sur le site Coalition Montérégienne avec un S.ca. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.
La Fondation de la faune du Québec a publié ses plus récents projets acceptés et s'est engagée entre autres à protéger une espèce bien présente chez nous, le martinet ramoneur. Ces petits oiseaux qui ressemblent à des hirondelles construisent leur nid presque exclusivement dans des cheminées de pierre ou de briques. À Mont-Saint-Hilaire, la ville a même adapté son système municipal pour intégrer des cheminées pouvant leur servir d'abri. La ville informe aussi les propriétaires pour protéger leur habitat lorsque vient le temps de rénover la toiture et les cheminées de leur maison. Le récent projet de la Fondation de la faune du Québec d'une somme de près de 25 000 vise à faire le suivi des cheminées actives ou potentielles et à en restaurer certaines. On rappelle à la population que la présence des nids de martinets ramoneurs dans les cheminées sont sans danger pour les incendies ou la santé des occupants. L'ex-ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, était de passage à la ferme Mouton Village de Saint-Charles-sur-Richelieu en août dernier. Il y a présenté un nouveau plan de 10 ans visant à soutenir le secteur agricole québécois, un pilier qui représente 12 % des emplois au Québec. Ce plan prévoit un investissement de 1,05 milliard de dollars sur les 5 premières années afin de répondre aux grands défis de l'industrie, le ministre citant entre autres les changements climatiques, les tensions géopolitiques et la pénurie de main-d'œuvre. Si l'Union des producteurs agricoles demeure sceptique quant à l'écart entre l'argent proposé et les besoins du secteur, le ministre rappelle que le financement pourra être ajusté annuellement par le ministère des Finances. M. Lamontagne se montre également optimiste quant au potentiel gain, tant en investissement qu'en exportation bioalimentaire. Cette annonce est survenue tout juste avant que M. Lamontagne ne cède ses fonctions de ministre de l'Agriculture, lui qui ne compte pas se représenter aux élections municipales de 2026. Saint-Basile-le-Grand porte un regard sur le passé alors que la rue principale se transformera en village d'antan samedi le 27 septembre prochain. Ce sera un véritable voyage dans le temps alors qu'une visite guidée des lieux marquants est prévue avec Richard Pelletier, président de la Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand. Le conteur Yoda Lefebvre sera aussi sur place pour vous transporter dans l'univers de personnages qui ont marqué l'imaginaire grand-basillois. En plus des jeux d'adresse et des nombreux kiosques à visiter, un photomaton avec costume de l'époque sera mis à votre disposition pour immortaliser votre visite. Plaisirs culinaires seront également à l'honneur avec entre autres le retour du concours de tartes. Il y a une limite de 10 participants, il faudra donc rapidement s'inscrire avant le 24 septembre. Pour conclure, l'événement recevra les frères forgerons André et Pierre Quentin pour souligner les 25 ans de leur célèbre coq Le Victorieux, girouette emblématique du clocher de l'église. En cas de météo défavorable, la journée Regard sur le passé sera reportée au lendemain, dimanche 28 septembre. Plusieurs villes de la vallée du Richelieu tiendront l'événement La Grande Marche. C'est le cas de Mont-Saint-Hilaire vendredi le 17 octobre, Belleuil et Richelieu le lendemain, alors que Chambly, Saint-Amable et Marieville concluront le week-end dimanche le 19 octobre. Co-organisé par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et du Grand Défi Pierre Lavoie, ce rassemblement tout à fait gratuit fait la promotion des saines habitudes de vie en organisant des parcours de 5 km à la grandeur du Québec. Un foulard commémoratif sera offert à tous les participants et participantes, en plus de faire tirer au hasard d'autres vêtements d'extérieur. Invitant des marcheurs et marcheuses de tous âges, il sera même possible de participer sans se rendre au lieu de rassemblement en enregistrant votre parcours personnel à partir de votre propre maison. Les municipalités participantes de la vallée du Richelieu font partie des plus de 120 villes du Québec qui prendront part à la 11e édition de la Grande Marche. Tous les points de rassemblement et les heures de départ sont disponibles sur onmarche.com/événements. En terminant, je vous informe que l'émission Dans la vallée recommence dès cette semaine avec 3 animateurs bénévoles, alors que Triple CJ est en tournage pour une 11e saison avec Évelyne Latreille. Ici Jean-Philippe Gilbert, et pour plus de contenu sur ce qui se passe dans la vallée du Richelieu, nous vous invitons à visiter le tvr9.com. On retrouve maintenant Denise Loisel et Patrick DeVos qui sont avec nous pour discuter de la sécurité des animaux de compagnie. Vous avez publié un livre, La réforme de la gouvernance des animaux de compagnie au Québec. Je vais commencer avec vous, M. DeVos. Quelles étaient les motivations derrière ces changements qu'on veut apporter pour les animaux de compagnie? Pourquoi on veut améliorer leurs conditions? Mais moi, premièrement, j'ai été bénévole. Ça fait déjà 35 ans environ que je fais du bénévolat. La première problématique, puis je trouve la plus grave, c'est les abandons. Les refuges sont pleins. Le gros problème, c'est que quand les refuges sont pleins et qu'il n'y a pas assez d'adoption, eh bien, on dit des euthanasies, mais en vrai dire, on met à mort des animaux.
En pleine santé. Qui sont en bonne santé ou qui pourraient être réhabilités, parce que des fois, un animal arrive, il est stressé, puis des fois, on dit, bon, ben il est trop stressé, on ne peut pas le mettre à l'adoption. Donc, malheureusement, notre refuge est plein. On va être obligé de le mettre à mort. Donc voilà. Fait que moi, ma motivation première, puis c'est une des problématiques qu'on voit, surtout après l'après-pandémie, parce que, bon, durant la pandémie, tout le monde voulait avoir des animaux de compagnie. Et puis, ce qui s'est passé après, les gens se sont mis à retourner au travail. Et bon, il y en a aussi qui ont réalisé que bon... C'était beaucoup de travail. Oui, c'était du travail, c'est ça exactement. Et puis donc, les gens ont commencé à abandonner les animaux. Et puis, les refuges se sont trouvés pleins. Donc. Vous, Mme Loisel, est-ce que c'est pour ces mêmes raisons-là que vous avez décidé de penser comment on pourrait améliorer le système? Ah, c'est une des raisons, ça c'est certain. Parce que il y a toute une question d'encadrement pour les animaux. C'est-à-dire qu'on dirait que les gens pensent que quand ils prennent un animal, là, bien, on le prend comme ça, c'est bébé, c'est beau, tout ça, mais ils ne voient pas toutes les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire qu'on doit quand même les passer chez le vétérinaire, les nourrir, s'en occuper, être présent. Un animal, c'est un membre de la famille. C'est pas quelque chose que c'est du in et out, là. On l'a les chats, c'est peut-être jusqu'à 20 ans. Moi, j'ai eu un chat de 19 ans. Et puis là, les chiens, d'habitude, c'est 10 ans. Fait que c'est un contrat à long terme, puis il faut savoir vraiment dans quoi qu'on s'engage. OK. Monsieur DeVos, vous qualifieriez comment là, le traitement qu'on accorde en ce moment au Canada aux animaux de compagnie, là, comparé à ailleurs, par exemple? Bien, je dirais qu'ici, je trouve que l'encadrement, enfin, pour moi, laisse un petit peu à désirer, là, parce que présentement, ceux qui chapeautent, c'est le MAPAC, donc c'est le ministère de l'Agriculture, des pêcheries, de l'alimentation. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont plus à cœur, mettons, le bioalimentaire, parce que ça, on parle dans le bioalimentaire, c'est les vaches, les poules et tout ça. Donc, mais ils ont eu les animaux de compagnie de la gestion. Donc, et je dirais que là-dessus, moi, qu'est-ce que j'ai comme feedback de personnes, de bénévoles et des gens qui travaillent dans le milieu des refuges et tout ça, c'est que, bon... le MAPAC n'en fait pas assez. Des amendes, c'est pas suffisant. Je pense que c'est souvent, comme on dit, des amendes bonbons. Puis le problème, c'est qu'il y a des gens qui refont aussi des maltraitances. Donc, bon, dans les problématiques, c'est sûr qu'il y a aussi ce qu'on appelle les usines à chiots. Enfin, c'est quand même assez connu. Donc, les usines à chiots je pense qu'il y en a à peu près 170, il me semble, au Québec. On a été jusqu'à un chiffre de 1000. Oui, jusqu'à 1000. Non, mais jusqu'à 1000. Ah ouais. Oui. Bon, en tout cas, bref. Donc là, il y a une situation là, qu'on pourrait améliorer, ça c'est certain. Puis là, vous avez consigné, Mme Loisel, ces idées-là dans ce livre-là. C'est un livre blanc, c'est destiné aux élus politiques pour faire changer les choses. Vous parlez notamment de créer une société d'État. Oui. Alors, comment une société d'État chargée des animaux domestiques pourrait faire changer les choses? Bien, écoutez, premièrement, on saurait combien il y en a d'animaux au Québec. On parle que 52 des foyers auraient un animal de compagnie ou plusieurs. Et où est-ce qu'ils sont, ces animaux-là? Fait que là, en faisant ça, bien là, ça va être tout un processus. Prenez un animal de compagnie, bien, il faut qu'il soit enregistré. Il faut qu'on sache qui est responsable, etc. Puis à chaque année, il faut renouveler quand même les permis, etc., pour tenir un contrôle sur les animaux, puis de telle sorte qu'on va éliminer les usines à chiots. Vous savez, ça va être les centres animaliers qui vont pouvoir mettre les animaux en adoption. En plus de ça, ceux qui sont des éleveurs éthiques, ça existe des éleveurs éthiques, mais eux, ils vont avoir leur plateforme. Si les gens veulent avoir telle race d'animal, peu importe, ils vont pouvoir se référer à la société d'État. C'est qui est éthique? Alors,
c'est rassurant pour les gens. Puis en plus de ça, bien, on sait que le prix est là. Hein? Oui. Bon. Ce serait une obligation, puis on aurait la qualité. Oui, puis, on pourrait aussi, comme vous l'avez mentionné, établir un code de protection des animaux. Comment est-ce qu'on pourrait mieux protéger les droits des animaux dans un code, selon vous? Bien, disons, on va commencer par parler de la sécurité de la personne. Parce que quand vous achetez un animal, il faut avoir quand même des garanties, puis aussi être protégé sur certaines, malheureusement, comment je dirais ça, les personnes qui ont eu malheureusement des morsures, etc. Fait que tout ça, ça doit être mis pour la sécurité de la personne, mais pour les animaux de compagnie, ça va être tolérance zéro au niveau de la maltraitance, etc. Il va falloir qu'il y ait des lois qui disent, bien, monsieur, là, si vous avez fait ça, bien, voici les conséquences. Vous savez, Des conséquences pénales. Pénales, puis que ce soit bien encadré, puis qu'il y a des personnes en autorité pour les appliquer, ces lois-là. En ce moment, on délègue à des personnes, mais est-ce que c'est pas des policiers? C'est pas des... Ils sont pas, comment je dirais ça, ils sont pas attitrés comme tels. Oui, je comprends. De quelle manière, là, on termine l'entrevue bientôt, de quelle manière est-ce qu'on peut prendre plus connaissance de vos idées? Là? Comment on peut se procurer votre ouvrage? Ah, c'est tout facile. Vous m'envoyez un courriel et puis DeniseLoisel@gmail.com. Ça, c'est ce qui est le plus facile. Madame Loisel, Monsieur DeVos, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes à la maison qui vont être conscientisées par votre cause. C'est une cause qui touche beaucoup de gens. On peut se procurer vos idées là-dedans. Puis ce que vous faites, là, je suis certain qu'il pourra aider à mieux encadrer les animaux qu'on aime avoir avec nous. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. On reçoit maintenant en studio Dominique Seigneur, qui est directrice des communications et du développement chez Allergies Québec. Bonjour, Madame Seigneur. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler des allergies, notamment avec la rentrée scolaire. Quelles sont les précautions là, qu'il faut prendre? Bien, on est à l'automne, on a 75 000 jeunes qui fréquentent les écoles et qui vivent avec des allergies alimentaires. Ça fait 2-3 élèves par classe, donc c'est quand même à considérer. Ça fait pas mal de monde. Et puis, en sachant qu'au Québec, on n'a pas vraiment de standardisation, prise en charge ou d'éléments de direction pour les accueillir, ces enfants-là, bien, chaque centre de service scolaire ou direction d'école va faire au meilleur de ses connaissances. Donc, peut-être que ça vaut la peine, comme parent d'un enfant avec des allergies, de faire un petit tour avant le début des classes. C'est commencé, mais peut-être aller rencontrer l'enseignant, lui expliquer un peu c'est quoi les signes, symptômes, amener son plan d'intervention signé par le médecin, puis s'assurer que les gens sont au courant puis qu'il y a son auto-injecteur sur lui, c'est déjà un bon début. OK. On reviendra plus tard dans l'entrevue sur justement les différences qu'il y a entre le Québec et les autres provinces au niveau de la standardisation, comment on pourrait s'améliorer. Mais pour les gens qui sont moins familiers là, avec les allergies, là, c'est quoi la différence entre une allergie et une intolérance? Toutes ces choses-là? Bien, une allergie alimentaire, c'est vraiment la version sérieuse. Ça implique le système immunitaire, puis en quelques minutes, la vie de la personne peut être mise en danger si elle a ingéré un aliment auquel elle est allergique. Dans le fond, c'est une erreur du système immunitaire. C'est comme si, je l'image, mais je trouve que c'est une bonne image, c'est comme si notre système immunitaire envoie des petits soldats combattre une protéine qui est vraiment inoffensive. Tu sais, des arachides, c'est pas supposé être interprété comme un danger, mais le système immunitaire se trompe, il envoie de l'histamine combattre, puis c'est pour ça qu'après ça, on va développer du gonflement, de l'urticaire, des difficultés respiratoires, des vomissements et même des problèmes avec les organes internes, puis ça peut mener à la mort. Une intolérance, c'est différent. On va réagir suite à un manque d'enzymes, par exemple. L'intolérance aux produits laitiers, la personne n'a pas les enzymes pour le digérer. Ça se passe au niveau digestif. C'est un inconfort, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien. Éventuellement, ça peut avoir des conséquences, mais ça ne met pas la vie de la personne en danger. On dirait qu'on a de plus en plus des allergies. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, c'est vraiment une réalité. Le tableau actuel partout en Amérique du Nord, en Europe, dans tous les pays industrialisés, il y a une augmentation des allergies alimentaires. Il y a même certaines études qui parlent de 18 d'augmentation à l'espace de 10 ans. C'est énorme, c'est un problème de santé publique en croissance. OK, est-ce qu'on connaît les causes? Pourquoi ça a augmenté? Il y en a plusieurs. Bien, tout d'abord, il y a plus de diagnostics. On a de plus en plus d'allergologues formés. On va prendre en charge, on va mettre un nom sur la condition. Donc, il y a plus de diagnostics qui sont faits. Puis, c'est tout un terrain atopique qui se dessine quand on vit avec des allergies alimentaires. Souvent, la personne va venir d'une famille, donc soit un parent ou la fratrie qui va vivre avec des allergies saisonnières,
de l'asthme, de l'eczéma, etc. Peut-être que l'enfant allergique va avoir aussi ces conditions-là. C'est un terrain propice. Puis comme toutes ces conditions-là sont en croissance aussi, bien, les allergies alimentaires sont en croissance. Puis une théorie qui est intéressante, ça s'appelle la théorie de l'hygiène. Les chercheurs s'y intéressent depuis quelques années. C'est comme si notre système immunitaire dans les pays développés est un petit peu endormi. Tu sais, on a des vaccins, on aseptise tout, on nettoie, on fait attention à ne pas trop s'exposer aux bactéries puis à tout ce qui pourrait stimuler notre système immunitaire. Bien, ça fait qu'il se trompe, il attaque quelque chose qui n'est pas dangereux. Quand on s'en va là, dans les pays d'Afrique centrale où l'exposition à tous les... Nos anticorps sont vraiment dans le tapis tout le temps. Il n'y en a presque pas d'allergie alimentaire là-bas. C'est comme si, nous, il est sous-stimulé, puis il se trompe, puis il envoie un faux message au corps. Ça, c'est une théorie quand même intéressante qui viendrait du fait de la transformation puis de l'aseptisation qu'on a vécu dans les pays industrialisés. Puis l'aseptisation aussi, tant qu'à avoir cette mentalité-là, là, ce qu'on essaye de faire pour la rentrée, justement, c'est qu'on ne voudrait pas mettre aucun allergène dans les boîtes à lunch de nos enfants. Est-ce que c'est la bonne méthode à adopter? L'opinion d'Allergie Québec, puis de l'Association des allergologues au Québec et même de plein d'autres références en la matière, c'est que ce n'est pas les bonnes pratiques de retirer des allergènes et imposer ça à tous les parents. La raison pour laquelle on l'a fait au Québec, c'est qu'on n'a pas d'autre façon vraiment de gérer parce qu'il n'y a pas de formation obligatoire au personnel. Il y a vraiment un manque dans la prise en charge. Donc, on se dit, OK, peut-être qu'on peut continuer ce qu'on a commencé dans les années 90 quand il y a eu une recrudescence des allergies aux arachides puis aux noix. On s'est dit, bien, c'est facile, on va juste demander de ne pas emmener d'allergènes, noix, arachides. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on se rend compte que c'est pas juste les noix, les arachides qui sont des allergènes. Santé Canada recense 9 allergènes prioritaires. C'est presque impossible de demander aux gens de ne pas amener d'œufs, de ne pas amener de produits laitiers, de ne pas amener de... Puis là, il y a ce qui sort des 9 aussi, tu sais, les kiwis. Comment on fait pour demander à quelqu'un de ne pas amener du sésame? Ça devient vraiment du cas par cas super difficile. Donc, nous, on prône plus la vigilance, des bonnes pratiques, mais là, présentement, il faudrait que ça se répercute dans les écoles. Donc, pour le moment, il y a des écoles qui font le choix de se doter d'un protocole, puis ils ouvrent à tout le monde, amenez ce que vous voulez, puis d'autres sont moins sécures, puis ils disent, bien, on va y aller sans arachides, sans noix. Vous l'avez abordé, le Québec serait en retard par rapport aux autres provinces dans ce qu'on appelle la standardisation. Comment ça se passe ailleurs? Bien, toutes les autres provinces ont une réglementation de loi. Si on prend nos voisins, juste à côté, l'Ontario, ils se sont dotés d'une loi suite au décès d'une petite fille qui s'appelle Sabrina. La loi s'appelle la loi de Sabrina. Sabrina, c'est une jeune ado, est allée s'acheter des frites à la cafétéria de son école. Elle a demandé s'il n'y avait pas un contact avec les produits laitiers auxquels elle était très allergique. On lui a dit que non. Quelques minutes plus tard, après les avoir consommés, elle est tombée en réaction anaphylactique. Son auto-injecteur, malheureusement, était dans son casier barré. On n'a pas su comment agir. On n'a pas posé les bons gestes. Elle est décédée quelques heures plus tard. Et ça a été une fin tragique pour cet enfant-là et évitable parce que si on avait su comment agir, l'auto-injecteur d'adrénaline, connu sous le nom d'épipène, ça sauve des vies. Puis si elle l'avait eu à sa portée ou s'il y avait eu plus de précautions qui étaient prises en cuisine, ça ne serait pas arrivé. Puis l'Ontario a réagi vraiment vite. 2 ans plus tard, ils ont voté une loi. C'est sûr que là-bas, c'est le common law, c'est différent. Nous, ça peut être plus simple d'y aller avec une loi, mais au moins une réglementation qui ferait en sorte que l'enfant est toujours reçu de la même façon. Les communications sont orientées vers les bonnes pratiques. Tout le monde est formé. En fait, chaque centre de service, commission scolaire en Ontario, doit se doter d'un protocole annuel. C'est l'obligation. Puis au Québec, on n'a pas ça. On est la seule province. Ça ne prendrait pas grand-chose. Ça prendrait juste un vouloir politique. Là. Oui. Ça prend juste nos élus qui présentent un projet de loi. Puis une cause comme ça, j'imagine que c'est assez facile à voter aussi. Puis justement, si ça se fait ailleurs, il doit y avoir déjà des procédés qu'on peut copier. Oui, ça fait longtemps ça fait au moins une dizaine d'années qu'on est impliqué là-dessus à Allergie Québec. On a déposé un projet de loi. Une fois, c'est un peu mort au feuilleton, mais il y a tellement d'initiatives qui ont été faites. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de ministères d'impliqués, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation. L'urgence ne se fait pas sentir. Le dernier décès date d'il y a peut-être une dizaine d'années au Québec, donc c'est malheureux, mais... Il ne faudrait pas attendre qu'il y en ait un pour se bouger. Mais surtout pas. OK. Donc, on fait quand même attention aux aliments qu'on donne, pour l'instant, aux aliments qu'on donne aux enfants qui vont pour la rentrée. Là, rapidement,
Si on a des questions ou qu'on veut savoir, vous avez de l'information sur votre site internet allergiequebec.ca. Oui, c'est ça. C'est un regroupement pour la communauté allergique. Il y a 300 000 personnes qui vivent avec des allergies au Québec. Ça va vous donner plein de ressources, plein d'informations. Nos services sont gratuits, donc on invite les gens à aller faire un petit tour. Puis même si ce n'est pas vous qui êtes allergique, je suis certaine que vous avez un ami, une connaissance, un cousin, un enfant qui a des amis allergiques ou que vous êtes confronté à ça par la bande. Donc, c'est toujours intéressant de se renseigner. Dominique Seigneur, je rappelle, vous êtes directrice des communications et du développement chez Allergie Québec. Merci beaucoup d'être passée en studio. Puis, votre information là, peut avoir des effets très bénéfiques pour certaines personnes, j'en suis certain. Merci. On retrouve M. Sylvain Lapointe, qui est directeur général de l'organisme Covabar pour la protection de l'eau. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. C'était la journée où on nettoyait les berges de la rivière juste derrière nous. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, samedi le 6 décembre dernier, nous avons procédé avec des hommes grenouilles au nettoyage de la rivière. Une activité où une vingtaine de plongeurs de Subaquatec et de l'école de plongée CEPAS ont participé bénévolement pour nettoyer la rivière. Je tiens aussi à souligner la grande collaboration de la marina du Vieux-Belleuil qui nous ont prêté un ponton et puis également qui nous a permis justement de faire traverser les plongeurs parce que l'idée du nettoyage était d'une rive à l'autre. Alors, on a fait Saint-Hilaire, par la suite Belleuil, et pour faciliter le transport des plongeurs, on les prenait à Belleuil, on les apportait, on les amenait à Saint-Hilaire et on venait à Belleuil pour faire le nettoyage dans l'après-midi. Donc, c'est des plongeurs bénévoles quand même. Ça vous a permis d'économiser là-dessus. Là. C'est des gens qui avaient à cœur le nettoyage. Combien de déchets vous avez ramassés? Bien, des déchets, je dirais l'équivalent environ de 8 verges cubes si on regarde les bennes qu'on a remplies là, des deux rives. Alors, principalement des bouteilles, des parasols, etc. Et pour ajouter à l'anecdote, il y a une vingtaine d'années, le Covabar avait fait un nettoyage semblable. On avait ramassé une vieille cabine téléphonique. Alors qu'aujourd'hui, c'est des cellulaires qu'on a ramassés dans le fond de la rivière. Ah oui, hein, ça prouve que le temps change quand même, les habitudes des gens changent. Est-ce que vous avez vu des trucs insolites que vous avez ramassés dans la rivière? Bien, je dirais il y a une bouteille qui a été évaluée, une bouteille torpedo qu'on appelait, qui est en forme de torpille, qui était une des premières bouteilles de boissons gazeuses. M. Jourdain, qui est le principal coordonnateur des plongeurs, l'a estimé environ en 1820-1850, également une petite bouteille d'apothicaire éventuellement pour les médicaments. Alors, je dirais que c'est le plus inusité ou du moins le plus de style artefact, si on peut dire, qui a été ramassé. Est-ce que ça va revenir l'an prochain? Est-ce que c'est utile de nettoyer à chaque année? Selon vous, là, c'était la première année? Bien, nous, c'était la première année qu'on renouait d'une certaine façon avec l'activité. On l'a déjà fait il y a une vingtaine d'années. On avait eu un programme cette année dans le cadre du mois de l'eau du ministère de l'Environnement qui nous a permis justement de financer cette activité-là. Alors, on souhaite que ça puisse être ramené l'année prochaine, que le ministère puisse nous donner également des mouvements, pas des mouvements, mais des moyens d'une certaine façon pour le faire, parce qu'il y a quand même, oui, du bénévolat. Et puis, je tiens justement à souligner la participation des villes de Belleuil, des villes de Saint-Hilaire. Et outre la marina du Vieux-Belleuil aussi, qui a été un commanditaire, la brasserie, la bièrerie Shelton également de Saint-Mathieu-de-Belleuil a été un de nos commanditaires. On a pu donner un cadeau, une bonne bière à nos plongeurs. OK. À l'automne, là, aux berges de la rivière, il y a des travaux. Pourquoi on fait ça à l'automne? Bien, nous, on va amorcer notre saison de plantation. C'est sûr que septembre, octobre, novembre sont des mois plus propices aux plantations, compte tenu qu'on n'est pas dans les grandes chaleurs. Alors, on va amorcer nos travaux, justement, d'agroenvironnement avec plusieurs producteurs sur l'ensemble de notre territoire, de la colle à Sorel. Alors, c'est ce qui fait que avril, mai, juin sont des périodes de plantation et l'automne qui est très propice justement pour les plantations. Ça, c'est pour éviter l'érosion? Oui, effectivement, les bandes riveraines, c'est très important parce que un des problèmes de la rivière, c'est qu'on a beaucoup de sédiments et ces sédiments-là viennent principalement, dans le fond, des effluents qui de l'érosion aussi des terres agricoles. Là, il y a les élections municipales qui vont se mettre en branle à l'automne. De votre côté, qu'est-ce qui va être important de faire comprendre aux élus, les prochains élus qui vont avoir des décisions à prendre sur l'environnement? Bien, nous, effectivement, on est très préoccupés parce qu'on a quand même 66 administrations municipales sur notre territoire, de la Colle à Sorel et de Brossard à Sorel. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que les élus,
les nouveaux élus puissent être informés de l'existence du Covabord, de notre rôle également, et de toute la responsabilité qui vient aussi avec la gestion de l'eau, d'une certaine façon, qu'on doit protéger. Alors, c'est en ce sens-là qu'on est très, dans le fond, on observe la scène et on fait en sorte qu'on est disponible pour informer, dans le fond, les élus, les nouveaux élus. Mais vous-même, vous êtes un ancien maire, vous étiez le maire à Marieville. Comment le défi de l'environnement est différent de ce que vous avez pu vivre quand vous étiez maire? Oui, effectivement, moi j'étais maire de 1993 à 2002, donc l'environnement, on en parlait, mais on n'avait pas nécessairement une grande préoccupation. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau du municipal, c'est réellement un enjeu important. Les citoyens sont de plus en plus sensibilisés, de plus en plus informés aussi. Alors, le défi est là, je pense, pour les élus municipaux. Et l'environnement se doit d'être dans leurs priorités, dont la gestion de l'eau, parce que les municipalités sont responsables de l'eau à tous les niveaux, sa distribution, sa répartition sur le territoire. Et donc, en ce sens-là, les municipalités ont quand même un grand rôle à jouer qui est d'une grande importance. Est-ce que vous pensez que le système politique qu'on a, qu'un élu est là seulement pour 4 ans, fait en sorte que des projets comme ça, qui sont plus sur le long terme dans l'environnement, ça peut être moins payant que, par exemple, construire un parc où là, on le voit la même année, le parc? Bien, effectivement, c'est là qu'est le défi d'une certaine façon. Et tout est dans l'implication, tout est dans le transfert d'informations aussi vers le citoyen. Et je pense que c'est là qu'à quelque part, un élu peut réellement se distinguer par rapport à d'autres. Ah oui, vous pensez que c'est une opportunité, même plus qu'un risque? Bien, moi, je pense que oui, il faut la saisir parce que le timing, excusez-moi l'anglicisme, est là actuellement d'une certaine façon. Et les municipalités ont ce rôle accru de faire en sorte que notre milieu soit propice d'une certaine façon, soit un milieu de vie agréable. Alors, leur première responsabilité est là, bien au-delà des paliers fédéraux et provinciaux qui souvent vont plus nous ralentir malgré tout dans le développement de la protection de l'environnement. Alors, je pense que, je le répète, le défi est réellement là pour les élus municipaux au Québec. M. Lapointe, c'est très intéressant de parler de politique avec vous. Ça se voit que vous avez de l'expérience. Donc, pour l'eau, on va voir si on a besoin de refaire le ménage des rives l'année prochaine. Vous allez nous tenir au courant. Sinon, on va vous souhaiter de la bonne construction durant l'automne, que tout se passe comme prévu. Bien, merci beaucoup. Mais effectivement, l'eau est importante. Sans eau, il n'y a pas de vie. Puis en protégeant notre eau, on protège notre biodiversité. Et comme l'homme fait partie de la biodiversité, bien, on protège notre humanité. Merci, M. Lapointe. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du Régional.